On est live, puis on parle de bière, puis de son histoire. En tout cas, d'habitude. Aujourd'hui, on parle d'alchimie, puis de son histoire. Je fais pas ça avec n'importe qui. Je fais ça avec sans doute la personne la plus qualifiée dans l'univers, en tout cas, de la bière. Je suis avec Max. Max, qui est propriétaire et brasseur à la microbrasserie des bières philosophales. Et oui, les bières philosophales qui doivent leur nom à la fameuse pierre philosophale. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu c'est quoi l'alchimie, qu'est-ce que ça mange en hiver, qu'est-ce que ça se brasse en été, puis est-ce que c'est pas une métaphore pour parler du brassage? Parce que, on l'a vu déjà dans un autre épisode, il y a des éléments qui se raccrochent. Mais d'abord et avant tout, avant qu'on commence, il y a une chose qu'il faut que je dise. Et c'est une question. Max, comment ça va? Ça va super bien, man. Et toi? Je vais très bien. Clairement, Yes. je suis sur le chemin alchimique de la révélation puisque je suis en ta compagnie. Au travers de la bière, en ce moment, on est en train de révéler la première étape, première phase. Parce qu'on ne boit pas n'importe quelle bière. On boit Non. la bière qui connecte avec un processus alchimique. Dans le fond, le podcast était lancé dès la première gorgée de la bière que j'ai pas encore prise. Exactement. Pendant on que on est moi- déjà rendu loin, là, sans Puis- savoir. Mettons que moi, j'ai pas encore goûté ta bière, ce que je vais m'apprêter à faire. Tu vas m'expliquer un peu c'est quoi cette bière-là, puis en quoi est-ce qu'elle touche l'alchimie? Oui, parfait. Donc, dans le fond, Nigreda est la première phase alchimique. Donc, je trouvais ça intéressant que nos bières un peu classiques qui vont revenir et représentent, dans le fond, un concept fort qui définit un peu la brasserie. Mhm. Donc, un Nigreda égale ombre. Et l'ombre, ça représente le chaos, mais aussi l'aspect mental, dans le fond, qu'on a inconscient, où est-ce que tous nos traumas, habituellement, vont se retrouver. Donc, c'est l'endroit dans notre psyché humaine, toutes les choses que tu as vécues dans ta vie qui étaient pas agréables, les choses que tu as honte un peu. Mhm. Tout ça, on envoie ça dans un endroit, dans notre tête, à quelque part, dans l'inconscient. Le grand tiroir de la honte. Oui. Et là, on enterre ça et on se dit, on vieillit par-dessus ça et on se développe une personnalité, mais ça reste là. Mhm. Ça affecte un peu nos attachements. Des fois, nos attachemts avec les personnes, ils vont être affectés par ces espèces de parts d'ombre-là qu'on garde en dedans de nous. Puis, ben ça se traite au travers, probablement, la conscience de cet état-là, de savoir que ça existe, qu'on a ça en nous, Mhm. puis que tout le monde en a, puis que c'est pas honteux, puis que c'est la première étape de s'auto-guérir, si on veut. C'est la connaissance. C'est reconnaître qu'il y a l'existence d'un problème qui te permet après ça de régler le problème. Tu Oui. peux pas régler un symptôme si tu sais pas c'est quoi le symptôme. Exactement, parce que c'est invisible, parce que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Et Carl Jung, mais c'est lui qui a un peu déchiffré un peu ce que les alchimistes... Parce que dans le fond, ça vient des alchimistes médiévals, là, ce concept-là. Mhm. Eux, ils le faisaient dans leur propre monde. Ils travaillaient sur leurs états d'esprit, mais sans trop, c'était pas cohérent. Tu sais, il n'y avait pas de... Puis ils faisaient évidemment leur démarche alchimique pour créer des matériels, pour transmuter l'or, pour changer les métaux. Il y avait une dimension physique. On voulait manipuler l'univers. Ouais. Puis Young, dont tu parles, lui prend une nouvelle tournure là-dessus. Il regarde l'alchimie en d'autres termes. Il voit ça comme étant une métaphore sur l'inconscient. Oui, puis dans le fond, ils détectent au travers leur travail qu'il n'y avait pas juste une partie physique, qu'il y avait une partie spirituelle. Mhm. Puis lui, il s'intéresse à cette partie-là, puis il se rend compte que, oh mon Dieu, ça a le rapport avec moi, les recherches que je suis en train de faire ou les tests que je fais sur les gens, Oui. que la plupart des maladies mentales sont souvent basées sur des traumas. Donc, Effectivement. la Nigreda, c'est un peu l'endroit où est-ce que le trauma prend place, puis réside, puis décide de ne pas s'en aller, puis il fait partie de toi. Fait qu'en buvant la Nigreda, qui est un stout, qui Ouais. goûte très bon d'ailleurs, est-ce qu'on évacue le Merci. trauma? Quand on boit le traumatisme, est-ce que boire, c'est évacuer? Est-ce que c'est le contraire? Parce qu'en alchimie, ce qui est en haut est en bas. Il y a des as above, so proportionnalités. below. Ce que tu prends, tu le donnes. Il y a Ouais. quelque chose de transactionnel avec l'univers. J'aimerais ça que ça soit aussi facile que ça, mais j'ai pas encore trouvé une bière qui guérit les maux de l'âme. Tu n'as pas encore trouvé la bière philosophale, dans le fond. En fait, j'abrasse, mais juste pour moi. OK. Dans le fond, toi, tu as trouvé l'élixir de longévité, mais tu la rends pas accessible à tout le monde. Je la partage pas. Tu sais que là-dedans, il y a deux concepts vraiment clés, même peut-être plus, qui ont directement rapport avec l'alchimie. D'abord, le concept de longévité, qui serait donné par la pierre philosophale. Et deuxièmement, selon Claude Gagnon ainsi que d'autres chercheurs qui ont étudié l'alchimie, à travers le temps, l'alchimie, en tout cas dans le Moyen Âge européen,
cesse d'essayer de créer des objets physiques et essaie de créer des objets liquides. Oui. C'est-à-dire, on commence à arrêter d'essayer de transmuter l'or parce que, ben, on a des difficultés. D'ailleurs, c'est quasiment certain que c'est jamais arrivé. Et puis, on commence à s'intéresser vraiment aux élixirs. Fait que vers le 15, 16, 17e siècle, après ça, le 17e siècle, là, ça commence un peu ça commence à affaiblir l'étoile de l'alchimie. Mais au fur et à mesure que l'alchimie se développe puis devient un peu communément acceptée, si on veut, en Europe, on commence à s'intéresser plutôt à créer des élixirs. Puis là, au niveau des élixirs, ben, il y a déjà des mythes qui servent à faire penser qu'un élixir de longue vie pourrait exister puis pourrait être un peu salutaire. Tout ça pour dire que, en tant que brasseur des bières philosophales, tu es vraiment l'invité idéal pour qu'on parle ensemble des origines de l'alchimie puis de ce que ça a représenté. Ouais. Pour un humain, disons, qui aurait vécu à d'autres époques. Parce que, et je pense que ça, c'est le premier point de départ. Nous, quand on regarde l'alchimie, c'est facile de penser à nos derniers experts en la matière qui sont plutôt des psychologues, comme Jung, qui se sont dit « Ah, OK, l'alchimie est un outil pour explorer l'inconscient. Ouais. » Mais qu'est-ce que c'était l'alchimie pour des gens qui ont vécu il y a 600 ans ou il y a 1600 ans? Parce que c'est ça qui est fascinant. Non seulement c'est très controversé, ça touche à beaucoup de choses, la philosophie, la religion, l'antiquité, l'occulte, l'immortalité, mais en plus, ça touche vraisemblablement, ça touche aux premiers humains qui ont vécu en société. Mm-hmm. C'est probablement très, très, très vieux comme phénomène, l'alchimie. Oui, écoute... Toile d'araignée? Toile d'araignée. Mm-hmm. On peut remonter, là, je pense que j'avais lu dans l'Égypte antique, les premières traces d'alchimie, les balbutiements du... C'est ça que j'aime avec l'alchimie, c'est jamais clair. Puis parce que c'est pas clair, ça permet ton propre interprétation. Puis plus que tu comprends, plus que tu as le goût d'en comprendre. Ouais. Puis ça devient comme un jeu. Puis quand tu lis un peu plus tard, puis tu t'analyses, tu te rends compte qu'ils faisaient exprès, les alchimistes, d'encrypter par des symboles leur compréhension. Parce que dans le fond, c'était juste eux, ce qu'ils disaient, c'est le langage émotionnel est beaucoup plus fort que la parole ou l'écriture. Ouais, donc, dans un dessin, dans un cryptogramme, dans un symbole imagé, tu vas ressentir plus d'émotions, tu vas comprendre plus fort le message que juste si il serait écrit. Ouais. Donc, oui, c'est très vieux. Moi, j'ai l'impression que l'alchimie, on peut faire des parallèles avec d'autres courants de pensée spirituels, comme kabbalistiques, mettons. Puis même certains parties du christianisme. Tu sais, des fois, on parle, avec les 4 phases alchimiques, là, on parle de, mettons, douleur, souffrance, chaos. Ensuite, il y a comme une révélation. Et après, il y a comme une illumination. Et ensuite, une transcendance. Mais tu sais, tu penses à, mettons, l'histoire de Jésus-Christ. Avec le carême, puis c'est son élimination qui arrive dans le désert pendant 40 jours, puis après sa transformation, puis il y a une mort, il y a une résurrection. Tu sais, est-ce que c'est des archétypes qui sont globales, qui sont, dans le fond, instinctifs, primordial, primitifs, que face à l'inconnu, face à la douleur, face à ce qu'on comprend pas, l'humain réagit toujours de la même façon, émotionnelle, puis que la science est arrivée peut-être plus tard pour donner des paramètres plus structurés à nos états ou à notre relation envers la vie. Moi, ce qui m'intéresse de l'alchimie, c'est que c'était épuré, c'était justement un premier jet d'une quête de compréhension globale de l'état humain. Puis, ben, c'est sûr que moi, ça m'affecte parce que quand j'étais jeune, je suis une personne émotionnelle qui a fait un peu cette espèce de recherche-là moi-même dans mon coin parce que j'étais comme, il manque dans le monde actuel dans lequel on vit, il manque des clés, il manque des solutions, il manque des discours sur comment je me sens, sur comment j'interprète la vie. Fait que je vais me revirer vers d'autres choses. Je me suis reviré vers la musique, puis la année, je me suis reviré vers des trucs ésotériques. Pour finalement émerger dans l'alchimie et faire comme oh my God, c'est comme le courant de connaissances qui englobe le plus
tout. C'est un courant de connaissances sur l'univers. Ouais. S'il fallait, parce qu'il le faut, puisqu'on essaie quand même de remettre l'alchimie dans son histoire puis d'essayer de suivre un peu sa progression, si on avait à résumer l'alchimie, ce serait vraiment une tentative de compréhension du monde. Puis ça comporte 2 volets. Le premier volet, c'est la connaissance de soi, le perfectionnement de soi. Puis le deuxième volet, c'est le perfectionnement de la nature. Comme le soi fait partie de la nature, évidemment, c'est le perfectionnement des deux. L'alchimie reconnaît que la transformation intérieure, c'est aussi la transformation extérieure. Autrement dit, que tout est relié. Puis je ne veux pas faire de très mauvais jeu de mots, mais je pense que tout le monde s'y attend maintenant, mais que tout est dans le tout. S'il y a quelqu'un qui, la première personne, est venu et a dit que tout est dans tout, c'était probablement un alchimiste. Puis d'ailleurs, c'est possible que parmi les plus anciens métiers au monde, on trouve l'alchimiste, justement. Parce que j'ai lu Mircea Eliade, là, qui est un historien de religion qui s'intéresse à beaucoup de choses, à la pensée, dans le fond, à la pensée archaïque. Puis l'alchimiste, c'est un peu comme une survivance de la pensée archaïque. L'idée qu'il y a des correspondances entre toi et l'univers, qu'il y a un esprit pour tout, que tout peut être distillé, que tu peux faire pousser des roches. Autrement dit, tout ça vient d'une vieille conception du monde dans laquelle tout est une analogie pour tout le reste. Le fameux ciel de Ptolémée, où est-ce que... Parle-nous un peu de ça. La toile astrale représentait le monde. Puis que dans le fond, nos organes, notre corps humain était représenté dans les éléments, dans le ciel, dans l'air, dans tout ça. Puis chaque homme avait un lien avec une étoile. Chaque personne aurait été connectée avec une étoile. Avait une étoile connectée. Puis c'est là le principe, des fois, la magie ou les actions à distance viendraient de cette espèce de manipulation de l'énergie entre l'étoile puis l'homme qui le représente, ou l'astrologie plus tard. D'ailleurs, il y a des principes astrologiques assez forts dans l'alchimie. C'est-à-dire qu'on va faire des manipulations avec la matière, souvent les métaux, parce que c'est la matière première qui intéresse les alchimistes, parce qu'ils veulent créer de l'or, par exemple. Ils veulent améliorer les métaux. Et l'or est vraiment important, mais surtout dans leur processus. Si je peux juste me permettre pendant une seconde, je veux juste mettre quelque chose au clair là-dessus. Le côté physique de l'alchimiste de vouloir prouver qu'il est capable d'atteindre l'or, c'était simplement pour montrer, se prouver à lui-même puis à ses pairs que son effort mental, spirituel, sa transformation était rendu assez loin pour être capable de se permettre de changer la matière par la suite. C'était pas une quête première, si je peux dire, de changer la matière. C'était plus une preuve. Regardez, j'ai réussi à me transformer. Parce que dans le fond, mettons là, un petit parallèle. Là. Spirituellement, la matière première de l'alchimiste, c'est la lumière. C'est l'or, AUR. Puis, le but de l'alchimiste spirituel, c'est d'annuler le chaos du monde puis de l'enligner vers l'ordre. Puis au travers de la matière, d'être capable de prendre un matériau qui est impur, qui est sale, qui est bénin, qui est, mettons, un morceau de zinc, peu importe, puis d'être capable de, par ton esprit, déchiffrer tous les procédés que le temps puis la nature a fait subir à cette roche-là pour plus tard devenir de l'or. C'était de se prouver à soi-même que, gars, j'ai transcendé la matière parce que, de par mon esprit, je suis capable d'émuler ce que le temps, la pression, certains procédés chimiques dans le temps, dans le fond, parce que, dans le fond, qu'est-ce qui transforme un vulgaire minéral en un minerai plus de valeur? C'est du temps. C'est le temps. Il y a des pressions qui se forment, il y a des... Bon. Fait que c'était un peu comme un rituel de passage, qu'on pourrait dire. Un rite de passage. Un rite de passage, d'être capable de dire « Je suis capable d'altérer la matière à mon will en comprenant tout ce que la nature fait par elle-même. Moi, si je suis capable de l'émuler, c'est que j'ai compris les secrets de la nature, dans le fond. » Ben, il y a beaucoup de choses là-dessus sur lesquelles je veux rebondir parce que je suis pas tout à fait d'accord que c'est d'abord et avant tout une démarche spirituelle, mais je sais que c'est une démarche fondamentalement spirituelle. C'est une petite nuance qui est importante pour moi, mais
Juste par rapport à ça, je me souviens d'un petit texte là, qui a été produit quelque part au 16e siècle en Allemagne, et puis qui parle de mineurs qui, avant d'aller dans la mine, doivent se purifier. Et puis ça, c'est dans l'Europe chrétienne. On est bien après les mythologies antiques dans lesquelles on pense qu'on est directement en contact avec plusieurs déités qui ont chacun une fonction particulière. Hein. On est bien après que l'Église chrétienne ait vidé le ciel de ses saints et de ses dieux. Alors le mineur, au 16e siècle, en Allemagne, il fait des rituels, il se purifie, il fait des offrandes, il fait une transaction avec son Dieu. Puis après ça, il rentre dans la mine. C'est une démarche qui est fondamentalement spirituelle. L'activité de transformation métallurgique demande une préparation a priori de l'âme. L'âme doit bien être préparée, l'âme doit être purifiée, l'âme doit être prête au travail sacré de la manipulation du monde, parce que la manipulation du monde, c'est ce qui te rend pareil à un dieu. Parce qu'en réalité, lorsque tu commences à manipuler quelque chose d'aussi fondamental et rigide que la matière première, surtout si c'est une matière première qui a vraiment beaucoup de valeur, tout d'un coup, tu t'en vas dans le domaine du chaos, tu t'en vas dans le domaine du monde après la matière. Dans le fond, tu quittes ta réalité. Ouais. Et c'est là que le concept de chamanisme devient super intéressant parce que, en réalité, l'alchimiste, c'est comme la survivance du chaman, si on veut. Et puis moi, je trouve ça intéressant parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'alchimistes, en réalité, qui se produisent encore. Il y a un concept sacré à la transformation de la matière, comme il y a un concept sacré à la créativité. La création en tant que telle est, par définition, le domaine des dieux. L'alchimiste, qui s'en vient imiter, voire dépasser la nature à travers justement cette manipulation du temps, par exemple, finit par avoir le don des dieux. Donc, c'est comme devenir Dieu que d'être capable de faire la transmutation des métals. Ouais. La démarche philosophique, elle est extraordinairement présente. Et elle est présente parce que, jusqu'à l'époque moderne, il n'y a pas de distinction entre le sacré et le profane, entre le naturel et l'innaturel, entre, comment je pose ça, ce qui est catégorisable comme étant strictement le domaine du fait empirique et puis la manifestation d'une déité. Tout est connecté. Tout est dans tout est l'adage de pas mal tous nos ancêtres. C'est juste quelque chose qui, pour nous, est devenu une farce, précisément parce qu'on est déconnecté de toute forme de sacré. Puis peut-être qu'on comprend pas, des fois, le sens profond de ces vieilles phrases-là ou de ces adages-là du passé. Tu sais, en alchimie, ce concept-là apparaît sous la forme de « as above, so below » en anglais, qui représente la relation entre le microcosme et le macrocosme. Fait, dans le fond, ce qui est dans le petit est dans le grand, puis ce qui est dans le grand est dans le petit. Donc, par association, par compréhension de tout ça, ce qui est dans les étoiles est en nous, parce qu'on est ultimement de la poussière d'étoiles. Parce que, dans le fond, toutes les formes de vie finissent par deux systèmes solaires qui se rentrent dedans, puis qui explosent, puis que là, ça fait toute la poussière, puis que finalement, il y a des nébuleuses qui se recréent, puis il y a d'autres systèmes de vie qui se recréent par la suite. Moi, c'est le même que je l'interprète. Une expression galactique pour désigner la réalité de l'alchimie. Ben, la réalité du monde, tu sais, la planète Terre, la vie en ce moment, tu sais, si tu remontes à... Parce que j'aime bien l'astrophysique aussi, là, au travers de tout ça, parce que je trouve que c'est tout pogné ensemble, dans le fond. C'est encore là, c'est une connaissance de comprendre notre monde dans son entièreté. Puis, tu sais, je me rappelle un livre que j'avais lu. En fait, c'est plus des images que de la lecture. C'est vraiment des images superposées de macro puis de micro, justement, mais pour montrer que les formes sont identiques. Fait que t'as une image, mettons, en bas d'une fourmilière, puis sur le top, c'est une pyramide, puis tu regardes dans la fourmilière en dessous de la terre, mais ça a la forme d'une pyramide, mettons, les fourmis, qu'est-ce qu'ils créent, tu sais. Puis c'est juste des images comme ça, de micro puis de macro, mais à quel point que c'est pareil. Les cellulaires, puis mettons, les astres, puis ces choses-là. Fait que... Si cette assumation-là, ou si c'est le fondement, cet axiome-là de la chimie est vraiment fondée, puis est vraiment là, moi, je la ressens, en tout cas. Ça me parle beaucoup, ce concept-là, justement. Donc, le concept de correspondance. Ben, que dans
oui, on vient des étoiles. Oui, on est connecté par des choses qu'on comprend pas avec d'autres formes de vie. Puis que, tu sais, la mécanique quantique, jusqu'à un certain point, moi, je trouve que ça prouve un peu la théorie que la matière a un genre de conscience. Mhm. Puis que juste le fait d'observer, des fois, ça change la trajectoire. Fait qu'il n'y a rien qui est immuable dans le sens que, tu sais, juste le fait d'observer quelque chose, ça change la trajectoire. Donc, tu interagis avec tout le temps. Mhm. Donc, on est des dieux par un peu cette réalisation-là Mhm. que ton intention a des outcomes dans la réalité. Et c'est ce qui fait que la connaissance est toujours un peu tabou dans les mythologies, puis même dans la religion chrétienne. Je veux dire, il y a plein de religions, il y a plein de mythologies. Les mythologies, comme les religions, sont des systèmes d'explication du monde, souvent à des fins d'organisation sociale et finalement politique. Ouais. Ben, dans le mythe de fondation chrétien, qui Dieu a créé le monde, tu as le jardin d'Éden, qui est génial. Ce jardin-là, en tant que métaphore de l'enfance, parce que moi, c'est comme ça que je le vois, j'ai des lunettes plutôt psychologiques par rapport à la chose, veut que l'ignorance est le paradis. Mm. L'absence de responsabilité est le paradis. Parce que dans le fond, quand tu es un enfant, tu vis dans l'abondance, tu n'as pas de responsabilité, quelqu'un s'occupe de tout pour toi. C'est très bien. La connaissance, la première connaissance qui arrive, c'est la connaissance de tes limites, de ta mort, puis de la mortalité de tes parents, mettons. Ouais. Fait que, quand Adam se fait montrer la pomme par Ève, puis après ça, il va blâmer Ève parce qu'il est idiot, mais quand Adam découvre la pomme, qui est un symbole de révélation, eh ben, tout d'un coup, la connaissance de sa mortalité, de sa condition humaine, de sa propre conscience, c'est de la douleur. Puis, il y a plein de façons de voir ça parce que c'est génial, parce que c'est une vieille histoire, puis les vieilles histoires ont toujours plein de différents paliers à ça. Tu pourrais dire que la connaissance est subversif, donc Dieu, qui est une figure d'autorité, chasse Adam de son petit terrain de jeu parce qu'il n'aime pas être remis en cause. Une autre façon qui est tout aussi bonne de voir, d'interpréter, mettons, le mythe du jardin d'Éden, c'est de dire que la connaissance, c'est la souffrance. Parce que la connaissance, c'est la connaissance de ta responsabilité. Ça vient ensemble. Si tu sais que tu vis dans un jardin génial avec des beaux grands murs, puis qu'il y a un grand dragon, puis qu'il y a un trou dans le mur, le dragon qui crache du feu, qui est capable de tout détruire, ben il va rentrer puis il va te tuer. Comme on l'a vu dans le documentaire du Seigneur des Anneaux. C'est un documentaire, hein? Ah ouais, c'est ça. Tout est vraiment arrivé. Donc, tout est clairement. arrivé. Ah ouais. La magie est réelle. Ouais. Fait que, grosso modo, je reviens à mon interprétation maintenant, du Jardin d'Éden. Si Adam, il sait que dans son monde parfait, il y a un mur dans le trou, cette connaissance-là n'est pas juste une connaissance. C'est une responsabilité. Puis je pense qu'une bonne analogie pour ça aujourd'hui, c'est les changements climatiques puis les crises environnementales. Ben, si toi, en tant qu'adulte fonctionnel avec des capacités, qui gagne un salaire, puis qui a un temps soit peu de peut-être influence sur au moins le monde autour de toi, dans ta société, tu es au courant que l'augmentation des gaz à effet de serre, qui sont générés par l'activité humaine comme les autos et les avions, a une influence sur l'augmentation des marées puis la rareté de la pluie dans certaines zones, ben c'est pas de la connaissance, c'est de la responsabilité. Fait que tant que tu sais rien, t'es innocent et t'es protégé et tout va bien. Et puis là, je fais un retour sur la discussion de l'alchimie. Il y a un mythe fondateur de l'alchimie. Il y en a... Il y a des mythes fondateurs de bien des affaires, mais il y a cette idée que les dieux, quand quelqu'un d'important trahissait le secret des dieux puis le donnait aux hommes, cette personne-là, elle était en général emprisonnée ou tuée. En même temps, il y a aussi cette idée-là, du moins chez les Égyptiens et chez les Grecs, que lorsqu'il y a... Et en fait, aussi chez les Aztèques, il faut le dire. Puis en fait, dans bien des cultures, finalement, quand j'y pense, souvent, la connaissance est associée à un don des dieux. La connaissance est révélée. Dans l'esprit archaïque, si quelque chose est connaissable et peut être connu, c'est parce que tel est le chemin vers les dieux. C'est parce que tel l'a voulu un dieu ou une déesse ou une divinité quelque part. Autrement dit, la connaissance, c'est la révélation, c'est le lien avec le mystère du monde. Nous, en tant que personnes modernes, ça inclut ta blonde qui est juste là,
J'ai décidé de t'inclure dans le podcast. Très clairement, tout à fait intéressé par notre propos et Vraiment. surtout très confortable sur notre excellent sofa. Grosso modo, si, dans le fond, tu habites à l'âge moderne et que tu crois en la méthode empirique, en réalité, tu es ahistorique. Tu es complètement le contraire de la plupart des humains qui n'ont jamais vécu. On vit dans une niche historique qui n'a absolument aucun rapport avec le reste de l'univers humain. Nous, on pense que, tu sais, on vit dans une catégorie à part, puis que le reste, c'est soit inconnaissable, non digne d'intérêt, mais qu'il n'y a pas de mystère. Autrement dit, on a enlevé le mystère. On n'a pas de passion particulière pour ce qui existe au-delà de la matière. On pense que c'est soit une fabulation, soit le symptôme de quelqu'un qui, malheureusement, n'a pas compris la bonne nouvelle de la méthode empirique. On croit tellement en la méthode empirique qu'on a oublié que, en adoptant massivement la méthode empirique, on s'est privé d'outils spirituels qui nous permettent de fournir un besoin essentiel qui était d'expliquer notre souffrance. Hey, c'était une grosse débarque. Je sais même pas, sais même pas pourquoi. Super intense. J'étais parti quelque part, je voulais expliquer quelque chose. C'est moi, mon cerveau a explosé, puis j'ai parlé de 10 000 affaires. Ben oui, c'est correct. C'est correct. C'est le nom du podcast. 10 000 affaires. Que mis... Ouais, c'est ça. 10 000 bières. 6 000 bières. Oui. Ah ouais, let's go. Et j'accepterais aussi comme synonyme coma éthylique spontané. Spontané. 10 000 bières, ça c'est... 10 000 bières, c'est pas spontané. On boit-tu 10 000 bières? On boit ça une shot. Penses-tu que tu as bu 10 000 bières dans ta vie jusqu'à date ou que tu vas le faire? On va faire un calcul rapide, là. Ouais. Mettons une bière par jour, c'est 364. Oui, ça arrive vite. 3 ans, ça fait 10 000. Ouais, 30 ans, ouais, j'ai bu 10 000 bières. Il faut que je dise que c'est une question naïve. Dans le Jardin d'Éden. Mais c'est ça, on parlait... On n'a pas la connaissance. Le Jardin d'Éden, pareil, aucun rapport avec l'alchimie, quoique ça prouve que le monde pensait différemment dans le temps, puis ça explique pourquoi l'alchimie était aussi intéressante dans le temps. Tu avais quelque chose à dire, là, tu voulais rebondir là-dessus. Oui, mais dans le fond, je me demande si... Tu sais, on parlait de responsabilité, de connaissance, puis quand tu comprends des choses, est-ce que ça se pourrait que certaines personnes sont plus sensibles que d'autres? Puis que cette sensibilité-là, dans le fond, tu ressens encore plus ta responsabilité quand tu comprends des choses. Puis que, dans le fond, c'est un bon trait de personnalité. T'sais, souvent, on voit, mettons, la sensibilité des gens comme étant de la faiblesse. Puis moi, j'ai toujours trouvé le contraire. J'ai toujours trouvé comme quelqu'un qui est selfless, qui est pas capable de faire du mal de par le désir de dominer ou de manipuler l'esprit de quelqu'un parce qu'il a compris sa faiblesse. Puis qu'il a une responsabilité face à sa compréhension, c'est une forme de divinité, moi, je pense un peu. Fait que ta souffrance que tu ressens quand tu progresses dans la vie fait du sens quand tu te mets à penser à comprendre la vie de cette façon-là. Tu sais, c'est le but de trouver un sens, je pense. Toute forme de souffrance, questionnement, de remise en question, c'est un but de se recentrer dans le monde dans lequel qu'on vit dedans, de faire du sens, puis que nous, on a une place dans ce monde-là. Tu vois, ça me fait penser, il y a une théorie sur l'histoire de l'alchimie qui explique, ou en tout cas, il y a une théorie sur l'alchimie qui dit que le côté spirituel de l'alchimie, de l'utilisation de la transformation de la matière comme façon de se développer soi-même est né du fait que les alchimistes ayant essayé de créer de l'art à partir de rien pendant très longtemps, à force d'essais et d'erreurs, à force d'erreurs surtout, on finit par développer plus d'introspection, on finit par se sentir plus humble, et que c'est l'aventure de l'échec de la recherche de l'immortalité qui aurait créé finalement plus d'humilité chez le monde, puis que ça aurait finalement changé la philosophie des alchimistes, juste parce que c'est vraiment compliqué de travailler sur la matière, puis ça demande vraiment beaucoup de dévouement, puis que le seul dévouement lié à la méthode scientifique est changer la philosophie des alchimistes, quitte à se repositionner de façon à ce que pour eux, l'alchimie ne signifie plus chercher à être riche, mais chercher à donner plus de sens à sa vie. Parce que le malheur c'est comme l'effet enrichit... placebo un peu quasiment, là, si on veut. C'est l'effet de la cérémonie. La magie, c'est la cérémonie, c'est pas la magie en tant que telle, c'est notre état d'esprit, notre programmation, quasiment en termes de fréquence ou en termes d'intention, nous change. Donc, il n'y a jamais de perte, il n'y a jamais d'échec, même si tu es en train de poursuivre quelque chose qui semble absurde
pour d'autres personnes. Tu sais, on prenait, tantôt on parlait de, attends, le ciel de Ptolémée, ben ça nous semble stupide maintenant ou dépassé ou ridicule, mais le fait que lui aille penser à ça de cette façon-là, qu'il ait émis des hypothèses, qu'il ait partagé ça, ça l'a amené les humains à voir la vie différemment, puis ça l'a ouvert l'esprit à avoir des genres de révélations, un moment donné, plus tard, qui utilisaient la voix, parce que, tu sais, un moment donné, bon, on avait comme le principe que tu avais le pneumatique. C'est l'air qui transmet les microbes et les bactéries. En fait, dans l'air, tout existe. Donc, les démons, les anges, ici et ça, entre l'astre puis les organes. Parce qu'en alchimie, il n'y a pas de vide. Non, ça et se peut ça, pas. c'est un concept médiéval. Parce qu'on se base sur Galien, qui est un penseur grec, qui dit il y a 4 éléments, puis il n'y a rien d'autre en dehors de ça. Fait que jusqu'au 16e siècle, on ne pense pas qu'il y a du vide. Il y a un élément ou un autre. Sauf l'air, qui est peuplé de tout ce qui est imaginable. C'est ça. Tout l'air, il y a tout dans l'air. Mais cette idée-là fait un peu... pas ridicule, je sais pas le terme que je veux dire. Un peu farfelu. Farfelu pour l'œil moderne. OK? Mais ça a quand même amené la base pour qu'on pense à la contagion plus tard. Parce qu'on se dit, OK, finalement, il y a quelque chose dans l'air qui nous infecte. C'est peut-être pas quelque chose qui est parti des étoiles. C'est peut-être des... C'est pas des élémentales. C'est pas des anges, pas des démons. Il y a quelque chose dans l'air qui nous infecte. Puis finalement, ben, maudit, il avait pensé à la bonne affaire, mais d'une façon un peu innocente, entre guillemets. Ça, mais via l'air, il y avait réellement des envahisseurs qui étaient finalement des microbes, des bactéries, des virus. Ça, c'est le paradoxe de l'alchimie. C'est que pour les mauvaises raisons, les alchimistes ont créé la science puis fait des découvertes importantes. Ne serait-ce que la distillation, par exemple. S'il y a une chose qui peut être facilement associée avec l'alchimie ou qui représente bien la contribution scientifique de l'alchimie, c'est bien la création de la distillation. Puis quand je dis création, c'est plutôt la redécouverte, là, parce que les Grecs avaient des notions de distillation. Les Chinois en Chine ancienne, il y a très longtemps, avaient des concepts de distillation. Les Arabes ont véritablement lancé la distillation. Ils ont développé, dans le fond, la vérification. Ils ont développé des alambics. Et puis, les Arabes aussi sont responsables pour, dans le fond, l'avènement de l'alchimie en Europe. Parce que, il faut le dire, puis ça, on n'en a pas parlé encore, mais ce serait bien de se concentrer un peu sur pourquoi l'alchimie est arrivée comme phénomène culturel, religieux, économique, historique en Europe. Il faut le dire. Ça commence en Égypte avec des symboles, avec les Égyptiens qui sont bons à jouer avec le métal, à jouer avec les teintures aussi. La teinte, l'utilisation de pigments est super important. Ils ont une philosophie assez pratique, assez médicinale, assez religieuse. Puis surtout, ils ont plein de textes, puis ils ont une colonne grecque. Ils ont des Grecs qui habitent à Alexandrie, qui est un fort de la culture méditerranéenne de l'époque. À Alexandrie, il y a le fort d'Alexandrie, il y a la bibliothèque d'Alexandrie. Tu as des Égyptiens avec les pharaons puis les pyramides pas trop loin. Tu as des Grecs qui sont des grands voyageurs puis qui sont à la fois pragmatiques mais super religieux puis super philosophiques. Eux autres sont bons à prendre des idées qui viennent de l'Est puis de l'Égypte puis en faire une philosophie. Fait qu'ils font ça, ils font des textes. Et puis, des fois, ils interprètent un petit peu de façon très carrée ce que les autres disent, puis ils en font quelque chose d'un petit peu plus pratico-pratique que, mettons, spirituel. Ça crée des problèmes. Puis là, ces textes-là, avec l'expansion de l'islam, avec la grande campagne dans ce fond d'expansion militaro-politique jusqu'en Afrique du Nord, puis l'Espagne, puis le Moyen-Orient complet. Là, tout d'un coup, ces textes-là se retrouvent dans les mains de différents califes qui, eux, sont pas mal plus avancés à l'époque que bien des rois en Europe. Puis ces gens-là, ils copient, ils lisent, ils explorent, ils créent des choses. On a peut-être même trouvé des batteries là, qui auraient été inventées à l'époque. Très certainement, il y a des belles philosophies. Il y a des gens spectaculaires comme Avicenne qui pensent à la médecine, qui pensent à des choses, qui révisent finalement les auteurs grecs, puis qui font des commentaires, puis qui se disent, ben nous, finalement, on pense que c'est plus comme ça. Puis grosso modo, ces gens-là, à un moment donné, ils commencent à rentrer en conflit avec l'Occident, ou plutôt l'Occident, ou plutôt, en tout cas, des gens à l'Ouest commencent à se batailler avec eux. Là, il y a des conflits, il y a du désordre, il y a de la violence. Ces textes-là finissent par se retrouver dans les mains de moines copistes, souvent français, allemands, italiens, espagnols. Puis là, à travers ça, surtout à travers les croisades, on redécouvre les textes que les Arabes
avaient, qui étaient des copies des textes que les auteurs anciens grecs et égyptiens avaient. Fait que là, on redécouvre le monde. Cette redécouverte du monde-là qui se passe à travers des croisades, à travers vraiment beaucoup d'échanges croisés de batailles, puis beaucoup de sang, puis beaucoup de haine, ça achemine la façon de penser grecque vers l'Europe. Et puis, c'est comme ça que l'alchimie apparaît finalement en Europe vers le 12e siècle. Puis là, on redécouvre le passé. Puis là, il y a un problème. Puis ce problème-là explique, d'après moi, le mystère de l'alchimie. Ce problème-là, c'est qu'il y a des textes très anciens dont la version originale a été perdue et qui ne subsistent qu'à travers des copies qui datent de plusieurs siècles après. Puis si il fallait résumer toute la controverse autour de l'alchimie à travers une seule chose, je pense que ça serait la perte des sources originales. Il en reste quelques-unes. Mettons un document très fondamental, là, comme les tablettes d'émeraude. Oui, tablettes d'émeraude. C'est un document important, ça date de l'Égypte, écrit probablement par un grec, parce que c'est écrit en grec. Le document original est perdu. La plus ancienne version qu'on a date du 9e siècle. Mais il y a plein de commentaires, puis c'est un document super fondateur. Tu es familier avec la tablette d'émeraude? Oui, on avait une bière qui s'appelait la tablette d'émeraude quand je faisais du homebrew avant qu'on parte officiellement. Ouais. Puis c'était quelle très bière? Triple IPA, OK. Ah oui, ben à cause de... Il faut que tu nous expliques. Je pense que je sais pourquoi c'est une triple IPA, mais ça serait bien que tu nous le dises. Écoute, honnêtement, il n'y avait pas tant de recherche entre la bière puis la tablette d'émeraude. C'est plus la tablette d'émeraude était super importante, justement parce que c'était un peu les écrits fondateurs de c'est quoi les préceptes puis les actions de l'alchimie. Puis c'était important. Fait que c'était tout simplement... C'est pour ça qu'on appelait la bière comme ça, dans le fond. J'ai présumé là, un peu. T'as présumé. J'ai présumé parce que tu as dit triple IPA. Puis moi, pilier, mettons. Non, j'ai pensé à... j'ai des notes ici. Hermès Trismégiste. Oui, Trismégiste. Qui est l'auteur présumé de la tablette d'émeraude. Mais qui n'existe pas, on s'entend. En lisant... C'est une figure mythique. En fait, c'est un mélange entre le dieu Thoth, je pense, puis un autre... C'est un dieu égyptien que les Grecs d'Alexandrie ont associé à Hermès. Parce que les Grecs sont des gens pragmatiques. Ils se disent, OK, nous, on a un panthéon. On a quelqu'un qui est responsable pour la communication des dieux, la culture, puis les scribes. Ça s'appelle Hermès. Eux autres, c'est des Égyptiens. Ils sont clairement intelligents. Ils ont des textes, ils ont des beaux tombeaux, ils ont des grandes pyramides, ils ont des grandes structures. Ils sont riches. Ils ont une bonne agriculture. On les connaît bien, on est chez eux. Eux autres, ils ont telle figure. Telle figure fait la même chose. Donc, telle figure, c'est Hermès. Ils se sont juste trompés. Ils l'ont juste pas appelé avec le bon nom, c'est ça, ouais. Il me semble que c'est Thoth puis Hermès. C'est la même personne. Hermès Trismégiste. Ouais. Trismégiste qui, dans l'ancien grec, voudrait dire genre 3 fois génial. Ben, je dis génial, mais great en anglais. 3 fois grand, dans le fond. Tout ça pour dire qu'il avait 3 fois des fonctions divines, si on veut. Fait que lui, c'est un personnage mythique. Là, on ne pense pas vraiment qu'il a existé. Il y a peu de personnes qui pensent vraiment qu'il aurait existé. C'est possible qu'il y a eu quelqu'un d'impressionnant qui parle plein de langues, qui aurait été un grand docte, qui aurait vécu. Mais d'habitude, ces gens-là sont exterminés par la peste très rapidement dans leur vie. Donc, c'est probablement une figure mythique. C'est probablement des gens qui ont décidé d'invoquer son nom pour avoir l'autorité qu'il faut pour que le texte soit gardé, autrement dit. Puis ça, c'est pas la première fois que ça se passe dans l'histoire. Non, ouais. Alors, lui est l'auteur présumé de la table d'émeraude. La table d'émeraude, on la retrouve beaucoup plus tard, après l'existence présumée de notre petit Hermès, plusieurs siècles, et on les retrouve à Bagdad, très, très, très loin. Et même pas comme une traduction directe, mais plus comme une annexe dans un essai sur, je pense, la médecine. Puis c'est là que c'est intéressant parce que l'alchimie, ça, on n'en a pas parlé bien beaucoup. Ben beaucoup. On n'en a pas parlé beaucoup, ni ben. Ni un ou l'autre. Ni tout ça ensemble. Ni l'autre. Mais l'alchimie a une composante médicinale. Ouais. Je pense que tu es familier avec Paracels. Oui. Paracels, c'est un grand docte de l'alchimie. C'est une grande figure de l'alchimie. Puis, c'est aussi un trouble-fête. Parce que quand Paracels arrive, d'abord, il est brillant. Il est intelligent, il lit les textes, il a des visions, et puis il commence à connecter un peu les points, puis il développe un peu la méthode empirique, et puis il se doute que tout ce qui arrive dans l'univers n'est pas juste, mettons, le résultat de la volonté divine d'un dieu X ou Y. Il se dit, il y a des trucs dans l'air, parce qu'on parlait de l'air tantôt. Il y a des bactéries. Lui, il propose de déconnecter, en fait, ce qui arrive dans le monde avec la volonté d'un Dieu unique.
Il propose de guérir des maladies comme, je sais pas moi, l'épilepsie. J'exagère parce que je me souviens pas de la maladie sur laquelle il proposait de traiter, mais il disait l'épilepsie puis des choses comme ça, c'est pas parce que Dieu veut rire du monde ou parce qu'il est méchant ou ça n'a pas rapport avec Dieu. Il parlait de l'humeur avant. Je sais pas si tu as lu les mêmes textes que moi, Oui. mais avant Oui. cet avènement-là, c'était comme l'humeur Oui. de la personne qui générait la maladie. Parce que, bon, la médecine médiévale, on s'entend, c'est rudimentaire, ça n'a pas évolué depuis Galien puis Hippocrate. Ouais. Puis il y a deux grands concepts que l'esprit médiéval utilise, qui est, il y a des humeurs dans le corps, puis dans le fond, quand tu as une maladie, c'est juste un déséquilibre entre les humeurs. Puis l'autre concept, c'est qu'il y a 4 éléments qui fonctionnent, qui font l'univers, puis c'est l'air, la terre, le feu, puis le chaud. Fait que ça, c'est comme ça qu'on explique la physique, puis la santé. Fait que là, il y a Paracelse qui arrive et se dit, ben non, gang d'imbéciles, il y a des cossins dans l'air qui font des trucs qui te rendent malade. Exact. Lui, c'est comme ça qu'il voit ça. C'est aussi basique que ça. Et puis là, il se met tout le monde à dos parce qu'il va contre Aristote, contre Platon, contre Galien, contre les grandes autorités prestigieuses qui fournissent l'establishment médicinal et culturel du Moyen-Âge. Ouais. Puis il dit, vous avez tous tort. Et puis là, ça va pas l'aider parce qu'il va mourir dans l'indigence extrême, pauvre, avec genre rien, même très peu de vêtements, quelque part en Allemagne, à l'âge de quelque chose comme 48 ans. Et pourtant, c'est un pionnier de la médecine, c'est un pionnier de la méthode empirique. Puis lui, il arrive avec des concepts alchimiques parce qu'il a lu les textes importants, en tout cas qui étaient disponibles à l'époque. Puis lui, il voit d'autres éléments que ceux que Galien a identifiés. Il voit le mercure, le sel et le soufre. Puis ça, c'est des éléments fondamentaux en alchimie médiévale. Ouais. Je pense que tu es familier avec ces éléments-là. Le sel, le mercure et le soufre, c'est des éléments en tant que tels qui sont importants pour manipuler la matière, mais ce sont aussi des symboles, n'est-ce pas? Oui, c'est des symboles. Toile d'araignée. Toile d'araignée. Ben dans le fond, si mettons on vient avec l'alchimie, là, le fait de trouver du mercure un peu partout dans toutes les pierres, les minéraux, ça c'est une révélation pour eux parce qu'ils se disaient un peu, il y a comme un lien entre les minéraux, il y a souvent du mercure partout, ça doit être un signe. C'est important ça. On ne sait pas pourquoi, mais c'est important. Ouais. C'est sûr que, bon, dans le brassage, le mercure... T'en veux pas on s'en trop, sert pas vraiment. Non, tu veux pas brasser de la bière avec du mercure. Non. Peux-tu juste nous rappeler pourquoi? Juste par curiosité. Parce que c'est pas mal toxique et pas bon pour la santé. C'est ça. Si tu bois ça, ça va pas bien. Donc, on n'utilise pas de mercure à la maison, s'il vous plaît. Pas de mercure. Non. Mercurochrome, peut-être, des fois, non? Mercurochrome? Non, c'est pas vrai, On utilise le bleu de méthylène pour faire le cell count. Savoir si nos cellules sont mortes. C'est ça qu'on utilise. Mais c'est pas la même chose, mais... Revenons-en à notre mercure. Oui, le mercure. Ben dans le fond, on peut faire plus des parallèles avec, mettons, les astres, puis l'énergie que ça représente. Il n'y a pas vraiment, je te dirais, de lien à faire avec la brasse, puis ça. Les sels, par contre, oui. Les sels minéraux, super importants, intéressants dans la brasse. C'est la conception de l'eau, dans le fond. Fait que l'eau, on a des sels minéraux, plein de sortes de sels. Puis ce qui fait la qualité des bières, c'est sa composition de sel minéral. Donc, on joue constamment avec ça comme étant brasseur. Donc, l'eau de la ville où est-ce que tu vas faire des rapports d'eau, mais après, il faut que tu changes la composition des sels pour différentes bières. Toute eau contient des sels. Puis toi, il faut que tu t'assures que tu as les bons sels pour faire la bière que tu veux faire. Il y a certains sels minéraux dans l'eau qui vont favoriser certains styles de bière. Fait que, mettons, Guinness, tout le monde connaît un peu la bière de Guinness. Ouais. Ben, dans le temps, le fondateur s'est promené un peu partout en Grande-Bretagne pour finalement choisir l'endroit où est-ce qu'il s'est établi parce que l'eau coulait sur des montagnes. Il y avait accès, je pense, c'était au limestone. En tout cas, il y avait comme un minerai dans la montagne qui augmentait le taux de bicarbonate dans l'eau. Donc, c'est une eau extrêmement dure. Puis l'eau dure, c'est super bénéfique sur les maltes foncés. Ça adoucit la perception. Parce que, tu sais, mettons la stout comme moi en ce moment, si je ne traitais pas mon eau, on aurait beaucoup de goût astringent des céréales foncées qui sont bien acides. Puis c'est pas rond. Les premières stouts que je brassais, c'était
ça attaque, là. C'était plus C'est coriace, là, sharp, c'était- c'est coriace. Tu goûtes comme la coquille de. Parce que c'est ce que je voulais dire de par rapport à cette céréales. bière-là. Elle est très, très douce. Tu sais, c'est gentil dans la bouche. Ça, c'est 100% des sels minéraux. Fait que si on fait un parallèle avec les sels, OK. on l'a maintenant ici, Mais concrètement. qu'est-ce que le sel veut dire en alchimie? T'en souviens-tu? Ben écoute, dans la métaphore que moi je me rappelle, le sel, c'était la forme de la cendre après le feu. Il y avait comme... C'était basé sur les trois matérialisations du feu. Fait que t'avais comme la première flamme qui était, je pense, le soufre. Ouais. Le mercure, je pense, c'était l'air, l'oxygène qui faisait embraser le feu peut-être. Mhm. Puis la troisième phase de sel, c'est quand ça retombe en état de cendre. Ben, je te pose la question parce que, tu sais, en alchimie, tout principe physique a son équivalent spirituel. Mm. Puis, le sel, le mercure et le sulfure, c'est un peu des découvertes du Moyen-Âge. Puis les alchimistes commencent à jouer avec ça. Ils commencent à faire des trucs très farfelus, mais en même temps, ils commencent à se familiariser avec, ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec du sel? Avec du sel, tu peux faire pas mal de choses. Tu peux préserver des aliments, par exemple. Ouais. Puis souvent, les sels, c'est pas juste du sel. Ça peut être du chlore, ça peut être de la chlorure, ça peut être un restant d'une autre matière qui a été mélangée avec quelque chose d'autre. Après ça, le mercure, ça aussi, c'est important. Parce que le mercure, c'est un élément qui, sous forme liquide, est assez différent de pas mal tous les autres éléments. C'est comme un miroir de la vie. Quand tu regardes le mercure, tu vois pas le mercure, tu vois la réflexion du reste du mercure. C'est bizarre. Puis après ça, tu as le sulfure, dont je peux pas en parler parce que je m'en rappelle pas. Mais tout ça pour dire qu'en alchimie, à cause du concept de correspondance entre le concept physique puis spirituel ou abstrait, ils ont des rôles métaphysiques. C'est-à-dire que le sel, par exemple, va représenter une partie du corps. Le mercure, quelque chose d'autre. Il représente quelque chose d'autre. Parce que chaque minerai représente quelque chose d'autre. Puis ça, c'est une idée qui est aristotélicienne. Dans le sens que la matière est la représentation d'un concept abstrait qui existe indépendamment. Donc, autrement dit, quand tu as un métal qui est impur, en réalité, ce métal-là manque de la pureté qui existe ailleurs, puis que de façon abstraite, tu peux aller chercher la pureté qui existe ailleurs. Tu peux lui rajouter, ou aller l'extraire, puis lui l'injecter. Puis d'ailleurs, c'est ça le concept de la pierre philosophale, le fameux grand œuvre. Le fameux grand œuvre est décrit de bien des façons. On voit Nicolas Flamel qui aurait fait la pierre philosophale dans Harry Potter. C'est très cool, c'est très cute, mais parlons-en très sérieusement. C'est sérieux, la pierre philosophale, parce que c'est la pierre angulaire du mouvement alchimiste. Ça existerait sous forme de liquide ou sous forme de poudre. La pierre philosophale serait la pierre qui n'est pas une pierre et qui, lorsqu'elle est en ta possession, te donne accès à tout. Elle te permet de tout faire. Il y a des poèmes alchimistes qui datent du 15-16e siècle qui décrivent la pierre philosophale comme étant ce qui te donne ce que tu veux. Une fois que tu l'as, ça peut être n'importe quoi. Mais on en parle aussi comme étant un élixir, une pierre, une poudre qui, lorsqu'ajoutée à d'autres choses, fait de cette chose-là ce que tu veux que ce soit. Moi, j'y vois un énorme parallèle pour des raisons spirituelles et récentes et modernes avec le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho, dans lequel la pierre philosophale, dans le fond, reflète la démarche de toi qui recherche la connaissance, puis de toi qui suis le chemin que la vie te suggère pour parvenir à cette connaissance-là. Mais je pense aussi à un très vieil adage qui n'a pas d'auteur, je pense, qui dit « Demande et tu recevras ». Fait que si tu sais ce que tu cherches, puis c'est là que ça devient vraiment spirituel. Si ton objectif, là, c'est de faire ce que tu veux faire, ta pierre philosophale à toi, c'est juste ta réalisation de quoi tu as un objectif, puis ton acceptation de quoi tu vas te limiter à cet objectif-là pour l'avoir. La pierre philosophale, le grand œuvre, c'est très difficile pour moi de ne pas voir un parallèle exact avec la recherche d'identité puis de sens de l'être humain. Puis je dis ça parce que c'est une pierre d'immortalité qui te permet de faire ce que tu veux, dans le fond. Mais tu peux pas faire ce que tu veux. Moi, j'ai comme l'impression, puis ça, c'est vraiment un instinct, parce que je vais t'avouer que moi aussi, dans mes lectures, la pierre philosophale, c'est toujours super abstrait. Ça n'a jamais une forme définie. C'est mystérieux. C'est vraiment pas clair. C'est clair dans ce que c'est supposé de faire, mais c'est pas clair comment qu'on l'atteint. C'est
complètement, c'est quasiment de la magie, là. Moi, j'ai l'impression que, au même titre que, on parle de correspondance tantôt, la correspondance de la purification, mettons, de certaines phases. Donc, la matérialisation des phases qu'on parlait jusqu'à temps de se rendre à la transcendance. Une de ces phases-là, mettons, c'est Trinitas, bon, c'est associé à l'or. Pourquoi? Tu vas chercher l'or dans le monde au travers ta saleté intérieure, tu es capable d'aller extraire de l'or au travers c'est cette espèce de... C'est cette quest-là que tu t'es donnée. Donc, moi, je pense que la pierre philosophale est associée à quand tu atteins l'opus magnum, quand tu termines Rubeda, quand tu termines ta transcendance. C'est comme le symbole matériel de cette quête-là terminée serait la pierre philosophale. Donc, probablement que les alchimistes avancés qui auraient supposément atteint l'or, parce qu'il y en a qui ont supposément réussi à le faire, ça c'était la phase 3, mettons, c'est Trinitas. Peut-être qu'eux, ils ont dit, non, il y en a des mythiques qui ont atteint l'autre matérialisation, que là, c'est plus juste la purification de la matière. Tu as réussi à prendre la divinité du ciel, puis tu l'as mis dans une matière. Exactement comme l'histoire de la distillation. Parce que le concept de distillation, de création de l'alcool par les alchimistes, c'est aller capturer la cinquième essence, l'autre essence, le cinquième élément, avant le film. Là. Hein? Je te parle pas du film. Fifth element avec... Ah oui, mais ça, c'est un excellent sujet pour un prochain podcast. Si je comprends bien, là, pour faire le résumé d'aujourd'hui, la meilleure façon d'atteindre la pierre philosophale, c'est de passer par chez vous, puis de prendre un verre avec vous, puis de parler de notre psychologie, des profondeurs, puis de s'entendre avec vous sur un cheminement personnel qui donne du sens à notre vie pour le temps d'une bière. Exactement. Tout en consommant quelques bons produits très bien faits pour votre plaisir gustatif. Et la promotion vient d'être faite. Écoutez, tout le monde, là, pour ceux qui nous écoutent puis qui aiment philosopher, qui aiment les pierres, qui aiment les bières, qui aiment les pierres philosophales, mon nom c'est Pierre, c'est un peu drôle. Tout est dans le tout, comme on disait. Abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes. On en a plusieurs, mais surtout YouTube. Devenez nos amis, posez-nous des questions, allez nous voir. On a un site, Le Temps d'une bière. On écrit des articles sur l'histoire de la bière et le brassage. Puis surtout, on se fait plein d'amis, comme manifestement ici notre ami Max, qui s'est déplacé depuis Mirabel jusqu'à Gatineau pour Le Temps d'une bière. Fait que moi, je vous dis merci, abonnez-vous, aimez-nous, puis à la semaine prochaine. Ciao!